Le data scientist, c'est un problem solver. On te demande de résoudre des problèmes, point barre. Pour quelqu'un qui est fraîchement diplômé, qui sort de l'école, la banque, c'est vraiment le paradis. On peut faire plein de modèles qui sont géniaux, intéressants, mais ça va jamais aller en production. On fait des choses qui sont très intéressantes d'un point de vue intellectuel, mais l'apport business est critiquable. Le but de la data, c'est d'être analysé, transformé en insight. On voit beaucoup de personnes avec des labels data scientist, mais quand on creuse, c'est vraiment loin d'être data scientist. Du moment où c'est quelqu'un qui se sert de ces outils et qui est capable d'amener cette réflexion, c'est un data scientist. J'ai travaillé avec ChatGPT sur R et en l'espace de 30 minutes, j'avais un modèle qui était prêt pour aller en production. Et ça, si moi-même je devais le faire, ça allait me prendre facilement un mois de travail. Que font les data scientists dans le monde des médias? Est-ce qu'en 2024, c'est encore nécessaire de devenir data scientist? Est-ce que l'IA et l'IA générative va remplacer les métiers de data scientist? Voilà quelques questions que j'ai posées à mon troisième invité de ce podcast, Mohamed Lemine Bedia. Avant de vous laisser avec l'échange, laissez-moi vous présenter qui est Mohamed Lemine Bedia. En fait, Mohamed, c'est un passionné du monde de la data et de la data science plus spécifiquement, qui occupe actuellement le poste de Head of Data and Analytics chez M7, une filiale du groupe Canal+. Et ce que moi j'ai beaucoup aimé dans le parcours de Mohamed, c'est qu'il a travaillé non seulement dans le secteur financier, il a fait le monde du conseil, il a travaillé notamment chez PwC et Deloitte. Actuellement, il travaille dans le monde des médias. L'une des raisons pour lesquelles j'aime particulièrement les métiers du monde de la data, c'est qu'on peut l'appliquer partout. Et justement, Mohamed va vous montrer les applications concrètes du monde de la data dans le secteur financier et dans le monde des médias. Au-delà de son travail en entreprise, Mohamed a également une passion pour le partage. Il vulgarise les métiers de data scientist dans des conférences ou encore sur sa page LinkedIn. Dans ce podcast, vous allez découvrir sa vision du métier de data scientist. Et l'une des phrases que moi j'ai personnellement retenues de ce podcast, c'est qu'en général, les data scientists sont tout simplement des professionnels qui sont capables de répondre à des problématiques business en utilisant une solution adaptée. Ça peut être de la régression, ça peut être de la classification, ça peut être du clustering, ça peut être des tests statistiques. Donc, la data science se définit justement par la capacité à rendre les données utiles. Vous allez découvrir la vision très orientée ROI, retour sur investissement que Mohamed a lorsqu'on met en place les modèles de machine learning. Ce n'est pas seulement une question de code, c'est aussi une question d'impact business. Et du coup, sur le plan business, qu'est-ce qu'il faut regarder concrètement? Mohamed partage tout dans ce podcast. Je ne vous en dis pas plus. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute parce que c'est comme ça que le podcast aura le plus d'impact. Abonnez-vous parce que plus on grandit, plus des personnes impactantes auront envie de participer à ce podcast. Je compte sur vous pour exploser tous les compteurs. Alors, abonnez-vous. Bonne écoute à vous et c'est parti. Mohamed, une des beautés du métier de data scientist, c'est qu'on est capable de travailler dans plusieurs secteurs d'activité. Je sais que toi, tu as fait le monde du conseil, tu as fait la banque, tu es dans les médias actuellement. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment est-ce que le data scientist peut être utile pour un média en général? D'accord. Alors, dans les médias, il y a plusieurs use cases sur lesquels les data scientists travaillent. L'un des use cases les plus qu'on voit souvent, c'est la partie moteur de recommandation qui est un peu à la Netflix. Donc, nous chez Canal, c'est l'un des use cases phares, c'est comment on va faire des algorithmes de recommandation qui vont garder l'utilisateur engagé à 100%, un maximum de temps possible dans notre application. Après, il y a pas mal de use cases. Il y a des use cases marketing, par exemple, la prédiction du churn, l'upselling, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout, peu importe le secteur. Il y a des use cases très intéressants aussi sur la dimension résumé de match. Comment on va faire des résumés de highlights, par exemple, il y a un Real Madrid contre FC Barcelone. Oui. Avec de l'IA, on va utiliser, faire sortir les highlights, les moments les plus forts. Et directement, c'est voué à être publié instantanément, juste après le match. Ça, c'est donc computer vision. Donc, il y a aussi pas mal de use cases NLP. Sentiment analysis, regarder en fait prédire aussi le succès d'un film. Des fois, on va acheter un film, chez Canal, on veut même
produire un film. Et donc, l'enjeu de la data science, c'est avant même de produire le film ou bien avant même d'acheter le contenu, c'est de dire, prédire son succès. Combien de personnes vont regarder, vont adorer. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que on va choper des données un peu à gauche à droite sur l'acteur, les directeurs, est-ce que c'est des personnes followées sur TikTok, Instagram, etc. Donc c'est très intéressant. Ah, je vois là, il y a beaucoup de use cases. Et sur la partie ça veut dire que quand on décide de passer un film à la télé, en général, il y a déjà des analyses de data scientists qui ont été mises en place. Absolument. Pour déterminer si le film va marcher ou pas. Et sur la partie recommandation, comment ça marche concrètement? Comment est-ce que les data scientists interviennent à ce niveau-là? Alors, historiquement, c'était Netflix qui dominait le marché avec leur fameux Netflix Prize, où à chaque fois, il y avait $1 million en jeu pour toute personne qui arrivait à battre le moteur de reco de Netflix de 10%. Et donc, généralement, les algorithmes sur lesquels les data scientists travaillent, c'est du collaborative filtering pour la partie content to user, ou bien c'est du content to content. Là, ça va être vraiment du matching avec du cosine, similarity, des choses comme ça. Et là, avec l'IA générative, ça ramène aussi un nouveau paradigme. C'est des nouvelles façons aussi de revoir les moteurs de recommandation. Ok. Et du coup, sur la partie use case de résumé de match, le match, on est d'accord, il est arrivé une seule fois. Le match, c'est une seule fois. Comment est-ce qu'on arrive en tant que data scientist à identifier les meilleurs moments? C'est quoi les métriques? Quels sont les types d'algorithmes que vous mettez en place dans ce cas de figure? Alors, les matchs viennent de finir et automatiquement, il y a des highlights qui sont générés. Un highlight, typiquement, ça va être les moments forts, les moments où il y a le plus de réactions de l'audience, ou bien les moments où il y a les buts, ou bien les ratés d'occasion, les coups francs, cartons rouges, ce genre de moments, en fait. Et donc, c'est des algorithmes qui sont entraînés avec des données annotées. C'est des vidéos d'anciens matchs qui ont été annotés pour dire ça c'est un moment fort, ça c'est pas un moment fort, des choses comme ça. Ok. En fait, ça m'a particulièrement interpellé parce que il y a un podcasteur que moi j'aime beaucoup, il s'appelle Steven Bartlett. Il a le podcast The Diary of a Hero. Il disait en fait que l'une des clés du succès de son podcast, c'est qu'il a dans son équipe ce qu'on appelle une chief, une responsable de l'échec. En gros, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va souvent publier plusieurs fois les épisodes de podcast, trouver les extraits les plus pertinents. Et pour ça, ils font des A/B testing et autres. Une fois qu'ils ont trouvé les meilleures parties, c'est ça qu'ils partagent en fait sur YouTube. Par exemple, laquelle ça explose parce qu'ils ont fait beaucoup d'analyses en amont pour vérifier. Par exemple, laquelle j'étais curieuse de voir comment est-ce que dans le match, on n'a pas les données. Comment est-ce qu'on arrive à identifier ces moments-là si tu n'as pas les données en amont en fait? En fait, c'est un principe que je vois de plus en plus sur TikTok, par exemple, avec certains logiciels où des fois, on prend une personnalité publique, des personnes qui sont très populaires, qui ont parlé sur une vidéo YouTube de 2 heures de temps. Et avec certains outils, on arrive à choper les extraits qui sont le plus susceptibles d'être virales. Donc, si on prend l'exemple d'une personne, même si c'est une personne très controversée, que j'aime pas forcément, Andrew Tate. Andrew Tate, c'est quelqu'un qui est vachement critiqué, mais il a quand même le crédit d'avoir la stratégie de marketing qui a la plus marché sur TikTok. Il n'a, sans ouvrir aucun compte à titre perso, il y a eu plusieurs personnes qui ont pris des extraits de vidéos de lui à gauche à droite, mais c'est des extraits qui sont très virales. Et c'est devenu l'une des personnes les plus populaires sur la plateforme sans même avoir de compte sur la plateforme. Aujourd'hui, je sais pas s'il en a un, mais voilà, et justement, c'est des outils comme ça qui arrivent à détecter des extraits qui sont les plus susceptibles d'être viraux. Ouais. Ok. Intéressant. Donc moi, aujourd'hui, data scientist, recommandations, je peux faire des extraits qui sont les plus pertinents pour le match. Tu as également parlé, j'ai oublié d'un point essentiel, laisse-moi, je me rappelle. Ah, j'ai oublié, tu as parlé de quoi d'autre? Vas-y, c'est pas grave. De use case, moteur de reco, on a parlé de highlight, de match, on a parlé de quoi d'autre? De l'analyse sentimentale. Ah oui, les analyses de sentiments aussi. Ouais. Aussi les films, lorsqu'un film doit sortir, on va voir le potentiel, s'il sera bien pour la chaîne ou pas. Et je suppose que dans ces projets-là, en général, les data scientists ne travaillent pas seuls. Et on a besoin de la donnée, on a besoin de mettre en place des analyses statistiques, machine learning et autres. Et on a besoin de pousser en production pour que l'algorithme marche concrètement. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment s'articule la collaboration entre... Quelles sont les équipes qui entrent en jeu déjà
dans les projets qu'on réalise avec la donnée chez M7 ou bien dans d'autres entreprises de médias et quel est leur rôle dans ces phases-là? D'accord. Alors chez nous, chez M7 particulièrement, M7 en fait c'est une entité de Canal+, et donc on peut le dire comme la branche européenne de Canal+, hormis la France et la Pologne. On est présent sur 9 territoires. Et c'est quelque chose d'assez nouveau en fait. Parce que, désolé, je vais donner un tout petit peu de contexte. En fait, historiquement, sur les médias, on a généralement 2 types de techno. On a la technologie satellitaire. C'est ce qu'on a connu tous quand on était enfant, etc. C'est des chaînes qu'on capte via le satellite. Ouais. Là, les médias n'ont aucun moyen de savoir qu'est-ce que l'utilisateur a regardé, à quel moment il l'a stoppé, etc. Donc, personne ne collectait les données. Il y a les autres types de techno qui sont l'OTT, over the top, ou bien le IPTV. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des technos, en fait, qu'on a aujourd'hui sur les box SFR, Free, etc. Qui fait qu'en fait, on a accès à des chaînes, mais via Internet. Ok. C'est plus le satellite, mais c'est l'Internet. Internet, ouais. Et du coup, maintenant, tous ces providers, Canal+, etc., ils ont les moyens de savoir qu'est-ce que vous avez regardé, à quelle minute, à quel moment vous avez zappé, vous êtes allé sur tel contenu. Et donc, la donnée est extrêmement riche. Et comme en tout cas chez M7, c'est quelque chose c'est un marché sur lequel on a transitionné il y a 2-3 ans. On commence tout juste à faire ces use cases data scientist pour prédire, etc. Donc, pour revenir à ta question, généralement, c'est des travaux qui vont se mener avec des équipes métiers, des équipes data scientists centrales et aussi détachées qui travaillent avec le métier. Donc là, typiquement ici, on va aller regarder qu'est-ce qui définit un film. Il y a les acteurs, il y a les directeurs, il y a le synopsis, il y a le genre du film, etc. Et donc, on va aller choper des données. Par exemple, les acteurs, ils ont tous des pages Facebook, par exemple. Ils ont tous, il y a de l'open data aussi, parce que ça. C'est pas vraiment les données internes comme en banque où je suis, c'est les clients de la banque qu'on récolte, mais vous, c'est vraiment des données, en partie, les données externes. Absolument. Pour ce genre de use case, il y a beaucoup, c'est de l'open data. On va regarder, par exemple, si le film, on l'achète pour un territoire, admettons, je dirais la Suisse, par exemple, on va regarder sur les 2 dernières années, les films du même genre, quels sont ceux qui ont le plus marché, quelle a été leur caractéristique, quel acteur était dedans, etc. Du coup, besoin d'open data ou de data externe. Et donc, on mouline tout ça avec des algorithmes de data science, pour en fait essayer de faire des modèles qui vont faire un forecast le plus, on va dire, accurate possible pour dire, ok, si on lançait ce film, la meilleure période c'est de le lancer pendant l'été, dans telle et telle condition, et on prévoit d'avoir 500 000 vues sur les 30 premiers jours, quelque chose comme ça. D'accord. Okay. Là, c'est parce que vous avez pris de l'open data. C'est payant ou c'est gratuit? Je suppose que ce sont les... Ça dépend. Pour la plupart, on passe par des prestataires, donc c'est payant. Ouais. Parce qu'on ne va aussi pas rentrer dans la dimension légale, parce que sinon, ça passe par du web scrapping et du coup c'est un peu... C'est pour ça que je pose la question, ouais. Non, c'est passé par des prestataires pour faire les choses dans l'ordre. Et aussi, un grand des gros providers, c'est IMDb, qui est un produit d'Amazon. Et en fait, il arrive à donner un maximum d'informations sur les films, les acteurs et les directeurs. Ouais. Quand tu parles de IMDb, je me rappelle quand on parle de use case dans les médias, à chaque fois, il y a déjà ce système il y a cette base de données disponible même sur Kaggle qu'on peut utiliser pour déjà avoir une première vision de comment marche le monde des médias. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si une personne décide de s'intéresser au monde des médias, il peut déjà commencer, ou elle d'ailleurs, commencer à utiliser ce type de données pour approcher ce que vous faites au quotidien. Et en termes de métier, là, c'est la partie données, on a de l'open source. Et en termes de métier, c'est qui les business que vous impactez? Par exemple, moi, en banque, je discute souvent avec les conseillers clientèle, avec les directeurs marketing, avec des personnes qui accordent du crédit. En banque, c'est quoi le métier? Dans les médias, le métier, c'est qui? Alors, moi, je suis Head of Data, donc j'ai une équipe hybride, c'est-à-dire que j'ai une équipe qui est centrale et j'ai une équipe qui est détachée, qui est dans différents business units. Et donc, pour nous, les clients, les clients, c'est marketing, toujours le plus gros client, marketing. L'équipe content, c'est l'équipe qui va acheter des contenus ou bien faire en sorte que... alors, nous, on ne produit pas spécialement, c'est Studio Canal qui produit, donc on n'est pas dans ce cadre de figure des insights pour produire, mais en tout cas, d'acheter des contenus. On
On peut avoir aussi finance, parce que nous, dans tout le département data, il est imbriqué dans la finance. On a fait ce choix pour être le plus proche du business possible. Et donc, le finance, c'est un client régulier. Par exemple, des sujets pour faire le corollaire avec ce que tu faisais en banque, ou ce que tu fais en banque, c'est la lifetime value, des choses comme ça. C'est des choses qu'on extrapole aussi dans les médias. Ok. Donc là, on a la finance, l'équipe de création de contenu que vous allez, le marketing aussi que vous allez servir. Et au sein de votre équipe même, je suppose qu'il n'y a pas que les data scientists. Quels sont les rôles que toi, par exemple, tu as dans ton équipe et comment s'articule la collaboration entre ces rôles-là dans un projet bien défini? D'accord. Alors moi, mon équipe, c'est à peu près une vingtaine de personnes. Il y a quelques consultants. Pas mal de consultants d'ailleurs. Et l'équipe, on l'a divisée en 3 groupes, 3 sous-unités. Donc, on a l'unité ingénierie et management. Donc, c'est l'équipe qui va gérer la partie data engineering, data warehouse, data lake, etc. On a l'équipe du milieu qui est la partie analytique BI. Donc, c'est tout ce qui est analyse simple, création de dashboard, beaucoup de dashboards. L'équipe reporting, c'est l'équipe qui définit les KPI, comment on les monitore, etc. Et troisième layer, on a l'équipe data science. Donc, l'équipe data science, ça va être des data scientists, ça va être des ML ingénieurs. Pour l'équipe du milieu, BI Analytics, c'est principalement des data analystes ou bien des spécialistes de Power BI, des BI analystes. Et pour l'autre équipe, c'est des data architectes, data ingénieurs. Donc, il y a pas mal de profils. Je suppose que leur rôle est bien segmenté au sein de l'équipe. Et du coup, comment se passe la collaboration dans un projet donné entre les différentes équipes concrètement? C'est par le système de recommandation qu'on veut créer. Le data engineer, il va travailler sur quoi? Le data scientist travaille sur quoi? Et l'équipe de BI fait quoi? D'accord. Une question très intéressante. Parce que moi, dans mon parcours, j'ai principalement été responsable data science. Ouais. J'ai toujours eu la partie analytics et data science, mais jamais la partie data engineer. Et j'ai vu qu'en data science, l'un des gros manques qu'on a, c'est la partie data engineering. Ouais. J'ai eu aussi des fois la partie data gouvernance dans mon équipe, mais toujours c'est la partie data engineer qui manque. Et donc là, avec cette nouvelle équipe chez M7, j'ai fait en sorte que dès le départ, il n'y ait pas de silo. C'est-à-dire qu'on a nos daily, nos meetings, weekly, daily, et tout le monde est dedans. Il n'y a pas l'équipe data engineer, elle est de deux côtés. Les data scientists, on essaie de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Et donc, je caricature un peu, les data engineers, ça va être vraiment le playmaker de mon équipe, ça va être les numéros 10 en termes de jargon de football. Et à chaque projet qu'on va faire, que ce soit un projet BI ou un projet data science, il faut absolument quelqu'un qui représente le département data engineering. Donc, cette personne qui va faciliter en fait la collecte de données, ou bien des fois la donnée, elle n'a pas besoin d'être collectée, elle est déjà là, mais vraiment faciliter le travail des data scientists pour ne pas qu'ils se cassent la tête à réinventer des pipelines, etc. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on les équipes collaborent. C'est intéressant parce que ça change un peu de la vision que moi j'ai aujourd'hui. Et ça fait partie de la question que j'allais te poser. Le rôle central, j'ai compris, c'est un peu comme une espèce de hub où les autres équipes viennent poser leurs problèmes et vous réagissez, vous apportez une solution au projet global. Et j'ai aussi compris, d'après ce que tu dis, c'est que la data science est un peu nouveau pour M7 parce que traditionnellement, on avait les satellites dont il n'y avait pas forcément des données. Dans les données, c'est nouveau. Comment est-ce que dans le projet, on arrive à savoir que ce sera rentable d'investir? Déjà, les projets data science dans les médias, ça peut prendre combien de temps à peu près? Et à la fin, comment est-ce qu'on sait que ça apporte de la valeur pour l'entreprise finalement? C'est que tu parles beaucoup sur tes réseaux de ROI. Ça, c'est un terme que j'ai appris. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça marche dans un projet? Oui, absolument. Alors, c'est une approche que j'ai vue beaucoup en Big Four, même si c'est un peu évident, mais quand on est plongé dedans, par exemple, moi, quand j'étais en banque, j'avais un budget annuel. Et du moment où le projet fitait dans mon budget, je pouvais le faire, sinon, je le faisais pas. Ok. Et du coup, la partie vraiment impact sur le business, certes, je m'en occupais, mais je regardais pas forcément la rentabilité du projet, ce qui faisait que des fois, on peut tomber on fait des choses qui sont très intéressantes d'un point de vue intellectuel, mais l'apport business est critiquable. Donc, en banque, au fur et à mesure, j'ai appris un peu comment peaufiner, mais quand je suis arrivé en Big Four, j'ai vraiment vu des frameworks qui sont faits pour dire, etc. Donc, pour revenir à ta question, quand aujourd'hui on a des use cases data science,
première chose, c'est on va les mettre dans une matrice de priorité. On a la faisabilité, donc une échelle, on a quelques questions, quelques métriques qui permettent de mesurer la faisabilité. Et une autre, c'est l'impact sur le business. Et donc, on arrive à classer nos use cases sur un plan 2D, par exemple, comme ça, quels sont ceux qui ont la faisabilité, on va dire, la plus élevée et l'impact business le plus élevé. Et donc, une fois qu'on a priorisé nos use cases, là, en fait, on va rentrer dans cette approche héroïste. Les projets, si je prends le cas de Canal+, M7, généralement, il y a deux aspects. Soit c'est un projet business-centrique, c'est-à-dire que l'impact est sur le client final. Et donc, les métriques de succès pour nous, ça va être, alors, est-ce qu'on va diminuer le churn? Est-ce qu'on va augmenter les ventes? Est-ce qu'on va augmenter le upselling? Ou bien est-ce qu'on va augmenter l'engagement du client dans l'application? Donc, chaque projet, il doit contribuer à un de ces axes-là. Sinon, il n'a pas de valeur ajoutée pour le client et pour nous. Et il y a des autres projets, c'est des projets plutôt business-centriques, c'est surtout sur le business, le marketing, le finance, etc. Et donc là, la métrique, elle dépend vraiment du contexte. Un exemple, ça peut être du cost saving, la réduction de coûts. Quelque chose qui prenait 3 mois, là on le fait, ça prend 2 semaines, 1 semaine. Donc là, le ROI, il est là, il est tangible. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on adopte cette approche, en fait, on peut défendre. C'est comme être dans une approche entrepreneuriale. On a un business case, un use case, on monte devant le board ou le top management, on dit ok, voici notre use case, ça va nous coûter tant sur la première année, mais la deuxième année, ça nous rapporte X, etc. Et donc c'est. Ok. En fait, le retour sur investissement, le ROI dont on n'a pas, c'est pas forcément en termes de chiffre d'affaires que l'entreprise va générer. Ça peut être aussi réduction de temps de travail, optimisation de telles métriques, le taux d'engagement, le taux de nombre de visionnage de la vidéo finale, les utilisateurs qui ont cliqué sur la vidéo qu'on a recommandée, les trucs comme ça. Ah, ça, c'est intéressant de voir ça comme ça. Parce que moi, je le voyais toujours. Parce qu'une question qu'on pose, moi, un point, tu vois, quand on est data scientist, c'est difficile de dire, j'ai mis en place tel modèle mathématique, et à la fin, ça a amené 2 millions à l'entreprise. C'est difficile de le dire. Ouais. Parce que c'est pas toi le commercial qui fait la vente, c'est pas toi le marketing. Exactement. C'est plus des travaux en général. Je vais pas dire support, mais des travaux qui aident à prendre des décisions. Donc c'est plus comment est-ce que ton travail a aidé à impacter des décisions in fine. C'est ça. Ok, génial. Donc là, on a parlé de l'IA dans le média. Donc moi j'ai bien compris qu'il y a plusieurs use cases. Système de recommandation. J'ai bien compris lorsqu'on va acheter de nouveaux films, on peut analyser en fait quels seront les retours sur investissement ou bien le visionnage global, les analyses de sentiments et autres. Maintenant, je veux bien qu'on parle de la partie IA générative. Parce que tu sais, en 2022, en 5 jours, ChatGPT, c'était plus d'1 million d'utilisateurs. Et je veux savoir, toi déjà, personnellement, comment tu as accueilli ce chatbot-là? C'était quoi ta réaction quand tu as vu ça? Alors moi, j'étais ravi. Ah ouais? Ouais, j'étais ravi et je trouve que c'est une grosse avancée dans nos métiers de data scientist. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour où je n'utilise pas ChatGPT. Ah, tu n'as pas peur de l'aide? Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Moi, au début, j'étais contente. Mais tu as cette peur d'utiliser parce que c'est un peu comme la triche, entre guillemets. Et même aujourd'hui, il y a encore des personnes qui ont peur d'utiliser ChatGPT parce que elles vont se dire, ah, c'est pas moi qui l'ai fait. Ah, tu vois, j'entends souvent cet argument, mais pour donner un contre-exemple, c'est la calculatrice. Pourquoi on fait des calculs mentaux alors que il y a la calculatrice qui est là. En fait, il faut juste le prendre comme un outil qui va accélérer les choses. Moi, je donne un exemple frappant. Il n'y a pas plus de 3-4 semaines, on devait faire un modèle de forecasting pour prédire des ventes. Et on avait un modèle qui basait sur des séries temporelles, mais on voulait changer carrément d'approche. Un de mes stagiaires travaillait sur ce sujet, mais il n'était pas là. Et donc, il fallait absolument qu'on avance. Et tout le monde c'est l'été, personne n'est là. Alors je me dis, ok, bon, c'était un peu mon excuse aussi pour plonger un peu dans le code, vu que j'ai plus trop le temps de coder, malheureusement. Donc, j'ai travaillé avec ChatGPT sur R et en l'espace de 30 minutes, j'avais un modèle qui était prêt pour aller en production parce qu'il m'a même généré le Dockerfile. Il fallait juste que je donnais ça à l'équipe MLOps et c'est fini. Le modèle, j'arrivais à benchmarker 8 modèles de machine learning versus Prophet, machine learning, une approche transformer et benchmarker. Et ça, si moi-même je devais le faire,
Ça allait me prendre facilement un mois de travail. J'avoue. En 30 minutes. Donc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le métier de data scientist va disparaître avec l'IA générative. Mais en réalité, comme tu le dis, j'observe aussi que c'est un gain de productivité énorme. Franchement, et c'est pas ceux qui, moi, je dis souvent que les personnes qui n'utilisent pas encore ChatGPT et la version gratuite, payante, pardon, vous êtes en train de rater une révolution. Ça, c'est une de mes convictions. Absolument. C'est tellement ça. En fait, c'est là où le métier de data scientist, par exemple, ne va jamais disparaître dans le sens où, moi, par exemple, si j'étais un novice, je venais de commencer, ChatGPT, forcément, il raconte des fois des conneries, ou bien le code n'est pas 100% accurate. Donc, j'allais me faire une erreur. Et c'est là où, en fait, on va dire, l'expert, il travaille, passe moins de temps sur la partie opérationnelle redondante et part sur la partie valeur ajoutée. Là, moi, j'ai juste inspecté le code, j'ai regardé si c'était bien. Je dis 30 minutes, c'était la génération du code. Après moi, j'ai pris 3-4 heures pour peaufiner, marcher. Mais au final, c'est que dans la journée, j'avais mon modèle qui était prêt. Ouais, c'est fou. En fait, ça permet de gagner un temps énorme. Et il y a aussi une remarque que j'ai faite, je sais pas si tu as eu le même constat que moi, c'est qu'en tant que data scientist, en général, on aime bien, on est fiers, nous sommes contents de faire les choses par nous-mêmes. Se dire, j'ai développé ce code de A à Z, c'est moi qui l'ai fait. Et j'ai remarqué que dans beaucoup d'entreprises que j'ai faites, il y a souvent des travaux où on veut créer un peu des sortes de packages, de telle sorte qu'on n'a plus besoin de recréer des modèles from scratch, utiliser uniquement le package de l'équipe et on avance. Mais il y a souvent une grosse réticence face à ça, parce qu'on aime bien faire nous-mêmes. Et avec ChatGPT, j'ai peur que ce soit pire, parce que coder aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. On parle même plus de coder. C'est plus que tu conçois le code dans ta tête et ChatGPT code pour toi. Tout à fait. C'est fou. En fait, moi, tu fais très bien d'aborder ces sujets. Moi, j'ai toujours été contre cette approche parce que moi, je pars du principe que le data scientist, c'est un problem solver. On te demande de résoudre des problèmes, point barre. On te demande pas de faire des architectures à l'état de l'art. Ça, c'est un métier de research scientist. Tu es payé pour ça, tu dois chercher, optimiser les pas. Mais tu es data scientist, tu as un budget, tu as un problème, on te dit choisis le chemin le plus court. Et c'est dans ce sens-là que moi, je me rappelle quand j'étais en banque, j'avais vu un data lab, je dirais pas le nom, mais ils étaient allés sur une solution qui a pris entre 9 mois et 1 an pour développer une sorte de, on va dire, de modèle qui permettrait de faire du AutoML. Okay. Alors que le AutoML, il y a déjà des librairies gratuites. Bon, à l'époque, ça venait d'arriver, mais quel est l'intérêt à mobiliser X personnes de travailler exclusivement là? Et je peux te dire que cette solution-là, 2 ans plus tard, elle n'est jamais allée en prod. Donc l'argent gaspillé, les ressources gaspillées. Enfin, comme tu l'as dit, peut-être c'était le même contexte, dans le sens où l'équipe avait le budget, bon, se permettre d'explorer des pistes. Voilà. Ok, donc, en tout cas, tu l'as accueilli de façon positive, on va le dire. Et du coup, au sein des entreprises que tu as vues, quels sont les use cases concrets que tu vois, par exemple, dans le monde des médias? Comment est-ce que l'IA générative, est-ce que c'est utilisé? Toi, tu le fais tous les jours, mais est-ce que tu le fais dans le cadre de ton travail? Ou alors, c'est dans le cadre des travaux personnels? Et si oui, en entreprise, quels sont les use cases concrets quand on parle d'IA générative? Alors en média, c'est un peu délicat parce qu'il y a la notion de propriété intellectuelle, donc ça va être très compliqué. Par exemple, on peut pas utiliser un DALL-E pour générer des images, pour les publier, etc. Par contre, utiliser des modèles pour faire des résumés de textes ou par exemple, je parlais tout à l'heure de highlights de match, par exemple, ça peut être des résumés en texte ou des fois c'est des longs articles qui sont résumés en texte. Ouais, c'est plutôt ce genre de use case. Ou bien en data science, l'équipe data science, ça va être vraiment la production de code des choses. Ou un use case que je trouve intéressant mais qui est vachement critiqué, c'est des fois on a des problèmes de data quality. Je donne un exemple très con. Des fois on a des titres qui sont erronés, des titres de films qui sont erronés, qui sont passés dans l'ETL sans être flagués. Et donc, par exemple, Mission Impossible, tu vas avoir un A, je fais un exemple juste. Et donc là, c'est tellement difficile d'aller faire un travail à la mano, de regarder quels sont les films et les séries qui ont été mal, dans lesquels il y a des fautes. Ben là, avec de l'IA générative, une fonction itérative sur tous les datasets, directement, tu as réglé le problème pour résoudre un peu les problèmes de data qualité.
J'ai vu certains, bon, personnellement, on n'utilise pas trop, on avait expérimenté, mais c'était vachement intéressant. C'est, par exemple, des fois, on a dans les tables la variable gender, homme, femme, etc. Et du coup, des fois, pour des raisons de qualité, la donnée, elle n'est pas là. Mais on a quand même le prénom de la personne. Ah. Et donc là, l'IA, elle est capable de dire, bah, celui-là, je sais pas, parce que c'est un prénom, des fois, il peut être de sexe, et des fois, donc ça permet d'accélérer un peu la résolution de problèmes de data quality. Ok. Donc, du l'IA générative, vous voyez plus ça comme un outil de productivité, finalement, que ça pour les résumés de texte. Est-ce que vous avez pensé à créer, je vois par exemple dans le monde bancaire, il y a les banques comme Goldman Sachs, bien plus récemment, qui s'est allié avec Mistral, parce qu'ils ont compris, commencent à comprendre l'intérêt de cette chatbot-là. Tu sais que le monde bancaire, c'est un monde qui est très réglementé et la confidentialité est encore plus importante. Donc, ils sont en train de créer leur propre chatbot en interne. Est-ce que côté média, c'est une dynamique qui s'observe aussi? Oui, tout à fait. Les RAG, c'est quelque chose qui est... On a déjà... C'est quoi un RAG? RAG, Retrieval Augmented Generation, c'est en fait juste une technique on a une base de données qui va être des fichiers PDF, peu importe. On va mettre ça dans un bucket, on met au milieu un large language model, donc ça peut être un ChatGPT, Claude, etc. Ouais. On met une interface utilisateur qui fait que l'utilisateur pose sa question. Le LLM, il va regarder dans cette base contextualisée de PDF, de Excel, etc. quelle est la réponse la plus adéquate. Et ça, c'est des use cases qui aident vachement le business en interne. Par exemple, le call center, c'est un use case très frappant. Vous avez des clients qui posent des questions, mais c'est des questions, pour la plupart, on a déjà répondu ou bien on a une réponse. Donc, plutôt que d'aller chercher, etc., on met tout notre base de connaissances dans des fichiers à plat. Et directement, l'IA générative va sortir la référence du fichier. Ah, je vois ça. Et ça, c'est des use cases qui facilement peuvent aller en production, parce que le ROI, il est facilement démontrable. Ouais. Et ça, franchement, ça, c'est un bon use case. En gros, c'est plus un système qui te permet d'aller vite pour identifier c'est comme les GPTs. Exactement. On peut, des GPT spécialisés dans un domaine bien spécifique. Exactement. Qu'on a alimenté avec des documents propres. Ok, intéressant. Et là, ce sont des travaux qui sont en cours actuellement, ou bien c'est plus des POC? Dépasser le stade de POC. Je pourrais pas trop donner d'infos, c'est un peu confidentiel, mais mais voilà, je peux dire que on a largement dépassé le stade de POC, parce que déjà l'année dernière, on travaillait sur ces sujets. Okay. Ça marche. Et quelles sont donc vos plus grosses problématiques du moment dans le domaine de la data? C'est qu'il y a l'IA générative, mais dans le monde des médias, c'est quoi le gros sujet? Par exemple, pour te donner un exemple, en banque, on parle beaucoup de risques climatiques. Comment est-ce qu'on peut intégrer le climat dans nos modèles? C'est une grosse problématique, tout le monde recherche. Aujourd'hui, dans le média, c'est quoi vos besoins en data? Alors, ça va vraiment ça va dépendre de la maturité aussi de l'entreprise. Moi, je dirais que à l'heure actuelle, mes principales problématiques, c'est vraiment la partie data quality. Comment s'assurer que parce qu'on capture énormément de données. Imaginez sur l'application, l'interaction de l'utilisateur. Si bien évidemment l'utilisateur a consenti d'échanger ces données, c'est des données qui sont capturées en temps réel. Là, les données de visionnage, on a les données CRM. Donc voilà, un vaste panel de data. Et comment s'assurer que les data scientists aient de la donnée de qualité pour faire des modèles de qualité, avec le principe garbage in, garbage out. Donc le challenge numéro 1, il est là-dessus, parce que la data engineering, c'est pas quelque chose qui était très très bien, on va dire. En tout cas, les investissements sur la data engineering étaient historiquement moins qu'en data science. Là, la tendance est en train de shifter. Les entreprises ont compris que pour faire de la vraie data science, il faut des bases solides. Et donc, la priorité, en tout cas pour moi, elle est là. Ok. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me pousse à te poser une question sur l'état du marché. Donc, si la priorité, c'est sur la partie data, c'est vrai qu'il y a un gros besoin en termes de data engineering. Qu'est-ce que tu penses de cette croyance qui pense que le métier de data scientist est amené à disparaître? Parce que sur le marché aujourd'hui, c'est saturé. Il n'y a plus de place pour les data scientists. Il faut devenir data engineer. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Je pense que fondamentalement, c'est impossible. C'est un mythe. Pour la raison la plus simple que
le but de la data, c'est d'être analysée, transformée en insight. Et donc, des entreprises qui vont stocker, ils vont créer de jolis pipelines en cloud, data engineering, etc., avoir vraiment une stack data lake, etc., dans l'état de l'art. Son but ultime après, c'est de l'analyser et de le transformer en insight. Et du coup, forcément, le data scientist, à un moment donné, il faut qu'il soit dans la chaîne. Et c'est pour ça, je pense que la tendance, elle va on va avoir un shift dans la tendance, c'est-à-dire que le métier, on le voit déjà avec le métier de data analyst qui est de plus en plus demandé, et la demande d'un data scientist, elle va revenir. Ça, c'est tôt ou tard, c'est juste le temps que les entreprises aient une maturité data qui permet de faire de la data science. Par contre, un point intéressant aussi, c'est on entend souvent cela, c'est parce que la demande, le nombre de CV en data science a explosé sur les 5 dernières années, mais pas forcément dans le bon sens. On voit beaucoup de personnes avec des labels data scientist, mais quand on creuse, c'est vraiment loin d'être data scientist. Bah déjà, le terme data scientist, je pense que... Galvaudé, on va dire. Il n'y a pas une définition unique, tu vois. Parce qu'une personne qui a fait la programmation va dire « Je suis data scientist » parce que, pour X ou Y raison. Et si une personne qui a fait statistique dit qu'elle est data scientist, on va dire « Non, mais tu n'es pas data scientist, tu as finalement fait statistique. » Donc finalement, tu vois, chacun a son vision du monde sur le sujet. Et toi, quelle est ta vision du monde d'ailleurs? Pour moi, un data scientist, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui sait résoudre des problèmes, qui sait déjà prendre une problématique, la recontextualiser dans un contexte data science. Si ma problématique c'est sur le churn, je dis ok, quand je vais prédire sur le churn, donc on est clairement dans une classification, et donc quelqu'un qui apporte une réponse. Ça peut être un statisticien, ça peut être un informaticien, mais du moment où c'est quelqu'un qui se sert de ces outils et qui est capable d'amener cette réflexion, c'est un data scientist. Ah, ça, j'adore cette façon de répondre en fait. Tu n'as pas pris un camp particulier, mais on est resté sur vraiment l'objectif du métier de data science, parce que finalement c'est de la classification, c'est de la régression, c'est qu'on appelle ça, du clustering. Ce sont des trucs que tu vas faire au quotidien, même si de plus en plus il y a la partie ML Ops qu'on demande de renforcer, mais le cœur du métier ça reste à ce niveau-là. C'est ça. Ok. Malheureusement, il y a des personnes et ils aiment trop mettre des gens dans des box. Il faut avoir fait ça. Moi, je me rappelle à l'époque quand je faisais chercher mon premier stage, je suis tombé sur une boîte de conseil. Le business manager à l'époque, il me dit, mais au final, toi, tu n'es pas data scientist, tu es un data analyst qui sait faire du machine learning. J'adore. J'ai dit, mais quelle est la définition de data scientist? Bon, on n'était pas d'accord, mais le comble de l'ironie, c'est quoi? C'est que 5-6 ans plus tard, moi, j'allais dans une position où cette personne, elle venait me vendre des data scientists. Oh, j'adore. Et là, tu t'es vengé. On dirait que la personne ne se rappelait pas de moi. Mais bon, je l'ai pris sous le ton de la blague et tout. Bon, je me suis pas vengé parce que j'étais content quand même de ne pas être allé chez cette boîte-là parce que j'avais une offre beaucoup meilleure. Mais voilà, c'est... Ouais. Tu es juste une data analyst qui connaît le machine. Franchement, je ne comprends pas. Data analyst qui maîtrise le machine learning. Qu'est-ce que c'est? Ou bien on va créer un nouveau post à part entière sur le sujet, mais c'est vraiment un sujet de Discord. Je me rappelle une fois, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube et en commentaire, je vois, si tu n'as pas travaillé sur les données non structurées, tu n'es pas la vraie data science, c'est travailler sur les données non structurées et de faire le deep learning. Je fais. Et encore, en fait, les gens mettent des métiers de data science. Alors que moi, je pense qu'aujourd'hui, 99%, je prends un chiffre au hasard comme ça des entreprises, leurs besoins, ce sont les données tabulaires. Faire les modèles d'arbre de décision classiques avec full boosting, fort aléatoire. Et c'est bon, le deep learning, il y a des entreprises spécialisées qui font le deep learning, mais ce n'est pas la règle, en fait. Absolument. Je crois, en 7-8 ans d'expérience, j'ai travaillé 2 fois sur des modèles de deep learning en entreprise. Je pense que même 2 fois, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. 2 fois, ça veut dire que si tu l'as déjà travaillé, c'est déjà énorme. Ok, ça marche. Et du coup, là, on a parlé de ton expérience en médias. Ça, c'était très intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup sur ton profil, c'est que tu as eu à faire plusieurs mondes. Le monde des médias. Donc, on fait les recommandations. On peut prédire le film qui va avoir le succès. Et je comprends que le besoin actuel, c'est plus sur la partie qualité de données, améliorer la détection. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de ton expérience dans le monde de la banque et du conseil? Tu as fait 3 secteurs. Première question pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans chaque secteur? Alors, ce qui m'a le plus surpris positivement en banque,
Je dirais que c'est le secteur le plus avancé en termes de data. Répète ça, s'il te plaît. Allez, vas-y. Ah, je pense que la banque, c'est vraiment le secteur le plus avancé en data. Quand je dis data, en termes de data bien organisée, clean et prête pour la data science. Et je pense que c'est pas anodin, c'est pas au hasard, c'est parce qu'il y a toutes les réglementations qui obligent les banques à être très carrées. Donc, pour quelqu'un qui est fraîchement diplômé, qui sort de l'école, la banque, c'est vraiment le paradis, dans le sens où on a énormément de données, énormément d'infos. Par contre, le paradoxe, c'est on peut faire plein de modèles qui sont géniaux, intéressants, mais ça va jamais aller en production. Ouais, tu allais chuter là-dessus. En fait, j'étais très contente que tu le dises. Pourquoi? Parce que la banque a quand même cette réputation d'être un secteur très traditionnel où tu vas pas forcément t'amuser d'un point de vue technologie et autres en matière de data science. Et l'un des messages que je passe toujours sur mes réseaux, c'est vous voulez faire la data science? Il y a tellement de use cases en banque. Il n'y a pas seulement... Moi, j'ai fait du risque de crédit, mais il y en a d'autres secteurs où vous pouvez... C'est vrai que on fait encore des modèles traditionnels, mais en termes de challenger, il y a des modèles qui se font en parallèle. Moi, j'ai fait 5 ans en banque, je me suis régalé. J'ai fait du computer vision, du géomarketing, du NLP. Franchement, c'était top. Mais voilà, ce que je disais, c'est pour faire des analyses, ça va, c'est très bien. Mais dès qu'on commence à toucher au client, l'aspect prédictif, c'est là où c'est un secteur très normalisé, très réglementé. On ne peut pas prendre n'importe quelle variable, le mettre dans le modèle. Il faut justifier le pourquoi. Exact. Demander au DPO de valider. Vraiment, c'est un casse-tête. Il y a plus de réglementation, tu exactement. vas dire. Et pour un data scientist, c'est pas trop l'idéal parce qu'on veut que nos modèles passent en production. On veut pas que se faire à chaque fois. Pour chaque variable, on doit justifier le choix. Ouais. Okay. Donc, le plus gros avantage pour toi, c'est la structuration, la maturité en termes de données. L'inconvénient, c'est traditionnel. Bon, c'est traditionnel, je ne vais pas utiliser ce terme, mais il y a la réglementation qui fait en sorte qu'il faut faire attention. Après, c'est aussi lié au fait que c'est un secteur qui est quand même très risqué. Oui, je pense que c'est ça. Après, voilà, en fait, c'est des entités qui ont investi sur le data management, le data engineering, et ça a payé. Et du coup, tu fais la banque, ensuite tu vas en conseil. Ouais, j'ai quitté Crédit Agricole, je suis fait quelques mois chez Price, PwC, et je suis allé chez Deloitte. Donc j'ai fait les deux Big Four. Et des ennemis en fait. Ouais. Alors, le secteur du conseil. Ce qui m'a beaucoup aimé, ce qui m'a beaucoup frappé, ce que j'ai beaucoup aimé dans le conseil, c'est vraiment l'aspect business oriented. Les choses sont très carrées, il y a des frameworks pour tout. Moi, j'en suis arrivé en Big Four, c'était la première fois que j'ai découvert la gouvernance. On m'a dit, allez, tiens, tu as un projet d'implémentation de gouvernance dans la banque. Je dis, mais moi, je suis expert en data science, qu'est-ce que je fais en gouvernance? Ah non, tu dois apprendre X jours pour être prêt. Et donc, c'est un secteur qui est très challengeant, touche à tout. Donc, j'ai beaucoup appris la data governance et j'ai beaucoup aimé parce qu'au début, je détestais ça. Je trouvais que c'est trop théorique, beaucoup de blabla, beaucoup de slides pour rien dire. Mais c'est la pierre angulaire même de la data dans une entreprise. Sans data governance, tout s'effondre. Et donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé en conseil. Alors, on va pas rester que sur des trucs positifs. Ce que j'ai pas aimé en conseil, c'est cette volatilité. On saute d'un projet à un autre. Des fois, on est censé être des experts dans certains domaines, alors qu'en réalité, on n'en est pas. Voilà, ça, c'est des choses... Moi, ça colle pas avec mes valeurs en tant qu'être humain, on va dire. Je trouve qu'il y a un tout petit peu de triche. Des fois, c'est justifié, mais voilà, c'est les choses que j'ai pas aimé dans le conseil. Mais sinon, globalement, c'est un secteur extrêmement intéressant, permet à toucher plusieurs problématiques. En une année, je crois, j'ai travaillé sur 4 sujets complètement différents. Et ouais. Ok, c'est intéressant. Et au niveau du conseil, il y a aussi une vision qui dit qu'on est débutante. Il faut commencer sa carrière en conseil parce que tu as cette vision de plusieurs entreprises. Tu sais, tu n'es pas expert, mais on attend quand même beaucoup de toi parce que déjà, tu es dans un Big Four, tu coûtes cher. En général, pour l'entreprise, donc l'entreprise attend à ce que tu délivres et mais ça peut demander souvent des charges de travail immenses. Est-ce que c'est un secteur que tu recommandes pour une personne qui commence? Alors, généralement, les Big Four ou toute boîte de conseil ont tendance à aller recruter des jeunes d'abord plutôt que des seniors. Moi, je pense qu'un senior a beaucoup plus à apporter à un Big Four qu'un junior. Oui. Parce que le junior, qu'est-ce qui va se passer? Il va passer 5 ans, il va jamais maîtriser un secteur.
il va toucher un peu à tout. Et Steve Jobs a une très très belle analogie là-dessus quand il parlait du conseil. Il disait le conseil, c'est comme avoir chez soi des tableaux en 2D, des photos en 2D de pommes, d'oranges, etc. Et je dis, mais moi, je connais les pommes, je connais les oranges, etc. Mais on n'a jamais croqué dedans. On n'a jamais tenu le fruit, en fait, dans la main. Et c'était une très, très belle, très belle analogie. C'est que, OK, on va travailler en banque, on va travailler en assurance, mais on n'est jamais allé en profondeur. Pourquoi? Pour la raison simple, c'est qu'en conseil, on fait des recommandations, on fait des implémentations et on part. Ouais. On n'est pas le owner au final de ça. Alors que quand tu es dans l'industrie, quand tu fais un projet, si le projet tourne mal, c'est toi qui dégages. Parce que le projet n'a pas marché. Alors qu'il n'y a pas cette dimension ownership en Big Four. Cependant, c'est un secteur qui est très intéressant. Moi, je pense que quelqu'un qui a maîtrisé, il a une expérience dans un domaine en banque, etc., et qui va en conseil, il y a moyen qu'il se régale parce qu'il a déjà une assise. Il maîtrise un secteur et il a facilité à communiquer avec les clients. Ouais, exactement. Je pense qu'on partage un peu la même vision sur ce point-là parce que, comme toi, j'ai commencé en banque et j'ai fait un switch vers le conseil. Et comme je suis très gravée sur la partie technique, j'aime maîtriser les sujets. J'ai très vite compris qu'en conseil, c'est pas forcément où tu vas maîtriser parce que tu vas changer tout le temps. Et si tu veux maîtriser, aller en profondeur, tu vas d'abord en interne. Ensuite, tu vends ton expertise en tant que consultante indépendante et autres aux autres entreprises. C'est ça. Ok. En tout cas, c'était très intéressant la discussion, Mohamed. Là, on va passer aux questions flash. Allez. Je te poser quelques questions. Première question pour toi. Tu as le choix entre l'IA générative et les modèles de machine learning traditionnels. Quelles sont les technologies qui ont un plus grand potentiel en termes d'impact? C'est une très bonne question et qui se pose de plus en plus. Moi, je vois qu'aujourd'hui, l'IA, on peut scinder l'IA en deux. L'IA analytique, qui est le machine learning classique, et l'IA générative, qui est l'IA, les LLM et autres. Je pense que la combinaison, on va dire, l'approche gagnante, c'est la combinaison des deux. C'est vraiment combiner les deux. Plutôt que de choisir un versus l'autre, combiner deux. Un exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a des use cases en machine learning. On peut les booster en utilisant de l'IA générative. Par exemple, un exemple pour contextualiser. Admettons, on est dans un cadre où on veut prédire le succès d'un film. L'une des variables qui va nous être donnée, c'est la description du film. La description, ça va être un paragraphe ou deux. Là où l'approche traditionnelle machine learning, c'est de faire du TF, IDF, etc., on va utiliser des embeddings, qui est une technique. Bon, il y a certains qui vont dire, c'est pas de l'IA générative, oui, mais c'est ce qui alimente des outils comme ChatGPT, etc. Et donc, en combinant en ajoutant cet embedding dans cette application machine learning traditionnelle, on booste le modèle, on a de meilleures performances. Donc, ouais, je pense qu'il faut parier sur les deux, ne pas se spécialiser dans l'un versus l'autre. L'apport direct sur le business sera toujours le machine learning traditionnel. C'est le machine learning traditionnel qui va vous dire combien vous aurez de ventes l'année prochaine, le mois prochain, combien de clients vont vous quitter, etc. Là où l'IA générative va être encore intéressant, c'est sur d'autres sujets. C'est la dimension chatbot. On a parlé des RAG tout à l'heure, résumé de texte, etc. Donc, c'est des use cases complètement différents. Et c'est complémentaire, finalement. Complémentaire, absolument. On va prendre le grand débat des data scientists. Python ou R? Et quel est le langage que tu préfères pour les projets data? Ça, c'est une question qui revient le plus. Alors, moi, j'utilise les deux langages. J'ai une préférence pour R. Pourquoi? Parce que pour moi, je suis désolé si je me répète pour la 3e fois, un data scientist, c'est quelqu'un qui doit résoudre des problèmes. C'est pas quelqu'un qui est là, qui doit faire le code dans l'état de l'art, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans R, c'est qu'il est très problème-oriented. Par exemple, dans R, on va pas se casser la tête avec des problèmes de dépendance, de environnement virtuel, etc. C'est un outil très facile en main. Et en tant que data scientist, je considère que cette partie software engineering, c'est pas mon job de le faire. C'est quelqu'un d'autre. Moi, mon job, c'est de répondre à une problématique business, d'apporter un algorithme qui répond à cette problématique. Et si je peux aider à aller en prod, préparer un fichier Docker, voilà, mon boulot s'arrête là. R, je trouve qu'il répond très bien. Là où beaucoup de gens vont dire R, c'est super pour l'expérimentation, mais jamais pour la prod, je trouve que c'est un mythe. Les gens qui ont utilisé R dans la prod pourront vous dire que non. Par contre, il faut prendre aussi l'aspect qu'on est dans une équipe. Ouais, c'est ça. Si on est dans une équipe où Python domine, ça sert à rien de s'entêter de faire que du R de son côté parce qu'on va s'isoler. Moi, actuellement, même si j'ai plus le temps de coder, la plupart des personnes dans mon équipe, à 90%, c'est des utilisateurs de Python.
Donc Python est devenu un peu l'outil qu'on utilise le plus. Donc, le cœur dit R comme Python. C'est Kevin qui l'a dit dans un épisode, mais la pratique dit Python. C'est ça, malheureusement. Ok, une autre question. Quel est le plus grand mythe sur l'IA que tu aimerais démystifier, toi? Je pense que c'est le mythe qui dit que l'IA va nous remplacer. Je pense que je sais plus c'est qui a dit ça. AI will not replace you, but someone who... alors, c'était pas comme ça qu'il dit. L'IA ne vous remplacera pas, mais quelqu'un qui l'utilise vous remplacera. Et je pense que c'est fondamentalement vrai. Aujourd'hui, si je compare Mohamed Bedia aujourd'hui et Mohamed avant ChatGPT, c'est... c'est le jour et la nuit, parce que là, avec l'IA, j'arrive à accélérer, à aller sur des choses, etc. Et donc, faut pas rentrer dans cette, on va dire, réfraction par rapport à la technologie. Il faut embrasser la technologie. C'est comme les gens qui n'ont pas utilisé le web à l'époque, quand le web est venu, ils l'ont regretté plus tard. Donc, il faut suivre le mouvement, essayer d'adopter un max ces outils-là. Il n'y a que du bénéfice à en tirer. Ça, complètement d'accord avec ce point de vue. Et maintenant, en termes de compétences, selon toi, quelle est la compétence la plus sous-estimée dans le monde de l'IA et de la data en général? Et tu en vois une? La plus sous-estimée? Ouais. C'est très, on va dire, c'est peut-être la vulgarisation des concepts. Ouais. On a tendance à sous-estimer, surtout quand on est entouré d'équipes techniques. Ouais. On s'en fout un peu parce qu'on se comprend entre nous. Mais un data scientist qui permet de vendre son travail, et ça n'impacte pas que les leads et les managers, même un data scientist, parce que des fois des data scientists sont amenés à pitcher devant des personnes du business, etc. Donc la vulgarisation des concepts est fondamentale, je trouve. Ouais, dans les soft skills en général. Ouais. Parce que moi aussi, au début de ma carrière, j'étais très orientée technique. Tu maîtrises en fait ton truc, mais au final, si le business ne comprend pas, je sais pas où tu vas aller avec. C'est ça, très difficile. C'est technique, exact. Donc maintenant, on va passer au partage, Mohamed. Est-ce que tu peux partager avec nous un livre ou un article récent qui t'a inspiré dans ton travail ou dans ta vie de tous les jours que tu veux recommander auprès des auditeurs de ce podcast? Alors, un article en particulier, je n'en ai pas, mais je pourrais recommander la page de Netflix sur Medium, Netflix Tech, je crois. Netflix Tech, moi, j'y vais régulièrement et franchement, c'est extrêmement intéressant parce que il couvre plusieurs domaines. Data science, data engineering, software engineering. Il parle de nouvelles méthodes, etc. Vachement intéressant. Netflix Tech, on va mettre tous les liens en description. Et merci encore d'avoir accepté de participer à ce podcast. Moi, j'ai beaucoup appris en tout cas avec notre échange. S'il fallait écouter une personne dans le monde de la tech ou autre d'ailleurs sur ce podcast, toi, tu aimerais écouter qui? Alors, francophone, on est d'accord? Francophone, oui. D'accord, francophone. Il y en a tellement de bons profils, des personnes qui parlent de choses intéressantes. Moi, je dirais Kevin Rosamond. Okay. Voilà. J'ai toujours du mal avec son nom de famille. Je trouve que il a une approche assez intéressante sur la partie analyse de données, vulgarisation des concepts, etc. Voilà, c'est un profil que je recommande. Super, bien noté. Si tu n'étais pas en face de moi, j'allais dire forcément Natacha, mais tu es en face de moi. Ah, ça fait plaisir ça. En tout cas, Kevin aussi, il sera un des invités, c'est sûr. Stop. Donc, merci en tout cas encore d'avoir accepté de participer à ce jeu. Et à très bientôt, Mohamed. Merci Natacha, à très bientôt. Salut.